départemental, monsieur le conseiller départemental honoraire, monsieur le maire de Carmont, monsieur le maire honoraire de Saint-Maur-de-Carmont, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs. Les combattants de la Grande Guerre, une fois retournés à la vie civile, n'ont-ils pas occulté une part de la violence du conflit? C'est ce que suggérait la conclusion de la série du quotidien Le Monde, rédigée en 1994. Dans la masse de documents écrits par un même soldat, la plupart du temps, on ne trouve pas une ligne qui mentionne le fait de tuer. On pourrait imaginer dès lors que les exécutions de soldats par leurs camarades n'échapperaient pas à ce refoulement des images de violence. Pourtant, il n'en fut rien. Pourtant, dans le monde scientifique, les mutineries n'ont été que très récemment l'objet de travaux universitaires, si l'on exclut la première thèse de Guy Petroncini en 1967. De l'entre-deux-guerres aux années 1960, la Première Guerre mondiale est exclusivement un événement militaire. La question des mutineries est évoquée, elles sont généralement minimisées, présentées comme une crise. On retrouve cette tendance dans les manuels scolaires également, qui ne consacrent que quelques lignes à ces mutineries. L'idée d'un mouvement soutenu et encouragé par les pacifistes et révolutionnaires ne se retrouve pas dans les manuels. Au tournant des années 1980, après une longue période durant laquelle l'histoire chronologique et militaire du conflit dominait, les programmes de 1982 se construisent désormais autour de thèmes. Dans certains manuels du secondaire, le courant pacifiste apparaît, mais certains manuels restent imperméables à cette nouvelle lecture. Je vais vous citer un extrait de manuel de 1982. Ce sanglant échec, joint à la fatigue des hommes et à une certaine propagande pacifiste influencée par les événements de Russie, provoque dans l'armée une vague de mutineries. La moitié des bataillons est touchée plus ou moins sérieusement. Pétain, qui a remplacé Nivelle le 16 mai 1917, ramène le calme par des mesures d'humanité. Permission élargie, ordinaire amélioré, abandonne des offensives coûteuses. Au total, sur 554 condamnations à mort, une quarantaine seulement furent exécutées. Fin de citation. Les recherches récentes, en particulier l'ouvrage d'André Loz, 14-18, Le refus de la guerre, paru en 2010, nous éclairent en fait sur le rôle des mutins. Je le cite. Durant l'année 1917, ce sont les mutins, par leur mouvement et par leur mobilisation, qui contraignent les généraux à l'inaction jusqu'à l'automne. On doit souligner ce fait jusqu'ici inconnu, c'est la généralisation en fait de la désobéissance qui a rendu inenvisageable le maintien des offensives, non la clairvoyance ou la persévérance des chefs, comme on peut l'entendre souvent. Informer, débattre sur les fusillés pour l'exemple, comme vous le faites avec votre association, nous permet d'accéder à la totalité de notre passé. Oui, la guerre, nous n'en voulons pas, ni aujourd'hui, ni demain. Henri Barbusse, dans Le Feu, écrit « Ce serait un crime, de montrer les beaux côtés de la guerre, même s'il y en avait. » Emmanuel Macron vient d'annoncer la panthéonisation de Maurice Genevoix, 1890-1980, l'auteur de Ceux de 14. Dans un article du quotidien Libération du 6 novembre 2018, il est rappelé que Maurice Genevoix ou Roland d'Orgelès incarne la figure de l'écrivain respectable, institutionnalisé. Ce qui est loin d'être le cas d'Henri Barbusse, compagnon de route du Parti communiste français. Il mourra d'ailleurs à Moscou en 1935, où il participait à la préparation du Congrès international des écrivains pour la défense de la culture. Pacifiste convaincu avant-guerre, il décide pourtant de s'enrôler à l'âge de 41 ans pour partager le sort de ces Français qui montent au front. Il participa à tous les combats en première ligne en Artois et en Argonne jusqu'en 1916, date à laquelle il publie Le Feu, qui recevra la même année le prix Goncourt. Barbusse décrit sans phare, je le cite, « Les coups de fusil, la canonnade, partout ça crépite ou ça roule, par longues rafales ou par coups séparés. Le sombre et flamboyant orage ne cesse jamais, jamais. Depuis plus de 15 mois, depuis 500 jours, en ce lieu du monde où nous sommes, la fusillade et le bombardement ne se sont pas arrêtés du matin au soir et du soir au matin. On est enterré au fond d'un éternel champ de bataille. » Fin de citation. Henri Barbusse aura été le premier président de l'Association républicaine des anciens combattants, la RAC, proche des partis de gauche. Ces trois récits romancés, Genevoix, d'Orgelès, Barbusse, ont contribué à inscrire la Grande Guerre dans la mémoire collective française. Pour certains, elle fut l'affaire d'un héroïsme sans pareil,
Genevois et d'Orgelès appartiennent à cela. Pour d'autres, Henri Barbus, entre autres, elle fut cette grande boucherie où 30 millions d'esclaves jetés les uns sur les autres par le crime et l'erreur, dans la guerre de la boue, lèvent leurs faces humaines, l'avenir est dans les mains des esclaves. Oui, la Première Guerre mondiale fut une extraordinaire boucherie. 10 millions de morts, vous le rappeliez à l'instant, 20 millions de blessés. Sur la liste du monument aux morts de Saint-Benoît de Carmaux, je ferai lire demain l'âge des morts pour s'en rendre compte. La jeunesse de ce pays fut fauchée, des familles entières décimées. La France mit des décennies à s'en remettre. Des morts, des veuves, des orphelins, des invalides, des malades, des gueules cassées. Que de souffrance dans le corps, dans la chair et dans les esprits. Nous pensons à toutes les victimes militaires de la Première Guerre mondiale, quelle que soit leur nationalité. 1 400 000 Français, 2 millions d'Allemands, 1 800 000 Russes, 1 100 000 Austro-Hongrois, 650 000 Italiens, et je pourrais continuer la liste. Comment ne pas penser aux troupes coloniales également embarquées comme chair à canon et auxquelles on a mis si longtemps à rendre hommage, entraînées dans un conflit qui ne les concernait pas, près de 100 000 morts pour les seules colonies françaises. Toutes furent victimes d'une guerre injuste et inhumaine. Unis dans le refus des guerres, pas comme aujourd'hui, nous n'oublions pas les causes singulières, historiques et politiques qui les provoquent. Nous ne croyons pas aux hommages fourre-tout qui mettent un trait d'égalité entre elles, comme si toutes, celles de 14-18, les guerres coloniales, la guerre contre le nazisme, n'étaient qu'un magma indifférencié. Se souvenir, c'est comprendre et en tirer des leçons. Nicolas Sarkozy, suivi par François Hollande, ont transformé le 11 novembre en une journée d'hommage aux morts français de toutes les guerres. Cette confusion risque de transformer cette journée de mémoire en une journée d'oubli, comme le rappelait l'historien Nicolas Offenstadt. Pour notre part, nous n'oublierons pas que la boucherie de 14-18 fut une terrible guerre impérialiste et que toutes ces victimes doivent être honorées au nom du refus de cette innommable boucherie. Il est temps de décider maintenant clairement, sans ambiguïté, la réhabilitation collective des fusillés pour l'exemple et de les inscrire aussi sur les monuments aux morts. Il faut que ce combat d'un siècle, porté par des organisations comme l'ARAC, la Libre Pensée, la Ligue des droits de l'homme, aboutisse enfin. Je vous remercie.